Et si nous parlions, une fois de plus, de SVT? SVT, sciences de la vie et de la Terre. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la construction d'un organisme, alors non pas unicellulaire, c'est-à-dire possédant une seule cellule, par exemple les eugènes, les levures. Bon. Là, nous allons parler de la construction d'un organisme pluricellulaire. Pluricellulaire, ça veut dire plusieurs cellules. Nous, par exemple, les humains, nous faisons partie des organismes pluricellulaires. Nous avons des milliards de cellules, mais qui ne sont pas sous forme d'un gros paquet de cellules. Vous avez remarqué que nous sommes formés d'organes, donc de tissus, et différentes cellules assurent différentes fonctions de manière plus ou moins spécifique. On a au départ une cellule originelle que l'on appelle la cellule œuf et qui provient bien entendu de la fécondation, c'est-à-dire de la fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle, c'est-à-dire entre un spermatozoïde et un ovule. Et ce développement est sous la dépendance, évidemment, enfin, quand je dis évidemment, c'est lorsqu'on a un petit peu de connaissance par rapport à la vie des cellules, en fait, par rapport à la biologie, on se dit que nous sommes formés grâce à un programme génétique, et ce programme, il est contenu dans les chromosomes. Et lorsque la cellule œuf se forme, en fait, on a la moitié, enfin, cette cellule œuf a la moitié de l'information génétique côté masculin et la moitié côté féminin. La réunion des deux donne un organisme diploïde, alors que les gamètes sont des cellules haploïdes, c'est-à-dire qui contiennent la moitié de l'information génétique. Donc la réunion des deux donne bien des paires de chromosomes. Par exemple, dans l'espèce humaine, on a bien 23 paires de chromosomes. Alors, on peut se demander, donc, concernant le développement d'un organisme, quelles sont les grandes étapes de ce développement, sachant que nous partons tous, pas tous les êtres vivants, par exemple animaux, les mammifères, par exemple, il faut bien qu'il y ait au départ une cellule unique qui subisse des transformations. Alors, elle subit des transformations de sorte qu'il y ait au final un nombre très important de cellules organisées de manière très précise. Donc les premières étapes du développement embryonnaire chez un animal comportent des phases qui sont précises. On parle de succession de phases, et on peut dire globalement que la première de ces phases, c'est une première division cellulaire que l'on appelle une division mitotique. Alors mitotique sous-entend que on va avoir une conformité correspondant à une certaine quantité spéciale de chromosomes dans les cellules filles. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de l'espèce humaine, on a une cellule œuf possède 23 paires de chromosomes. À l'issue de la division cellulaire, que l'on appelle la mitose, chacune des cellules filles possédera aussi 23 paires de chromosomes. Donc c'est un petit peu une anomalie. On pourrait dire on a 23 paires dans la cellule œuf et on a aussi 23 paires dans chacune des cellules filles. Or, 23 paires est différent de 2 fois 23 paires. Donc la prise de conscience de ce problème fait qu'il faut imaginer que dans la cellule œuf, il y a un doublement de l'information génétique. Autrement dit, un doublement des chromosomes qui fait que lorsque la cellule va entrer en mitose, et à la fin de la mitose, on aura bien 2 fois 23 paires de chromosomes. Et c'est là tout l'intérêt de doubler l'information génétique dans la cellule œuf par un mécanisme que l'on appelle la réplication,
qui est entre parenthèses une réplication semi-conservative. Alors pourquoi semi-conservative? Bon, c'est compliqué, c'est simplement parce qu'un brin parental sera conservé et un brin nouveau, donc néoformé, sera formé, donc on aura la moitié donc on aura moitié-moitié de brins nouveaux et de brins parentaux. C'est pour ça qu'on dit semi-conservative, dans le sens où la moitié des brins, donc sous-entendu les brins parentaux, seront conservés. Bon, bref, il faut une duplication de l'information génétique avant que la cellule œuf entre en division cellulaire, donc en mitose. Alors, si on regarde les stades dans une succession de photographies, par exemple, on prend chez l'oursin, on a une cellule œuf au départ, et on a, dans une photographie, un stade de cellules 1h30 après la fécondation. Donc ça veut dire gamète mâle, gamète femelle, fécondation, on obtient une cellule œuf. Et 1h30 après, on a le stade de cellules. Donc ça sous-entend que la duplication de l'ADN, enfin de l'information génétique sous forme d'ADN évidemment, c'est l'ADN qui va se doubler. Mais enfin, les chromosomes se doublent. Donc il n'y a pas que l'ADN. Mais bon, le support de l'information, c'est l'ADN. Ensuite, on a un autre stade dans une autre photographie, un stade 4 cellules, puis un stade 8 cellules, et 8 et 8, 16, un stade 16 cellules. Donc, chez les animaux, par exemple chez les oursins, les premières étapes d'un développement qui se fait dans l'embryon, donc au cours d'une période que l'on appelle embryogenèse, présentent des différences selon les êtres vivants, mais globalement, on a toujours ce que l'on appelle une segmentation de la cellule œuf, c'est-à-dire, en gros, la division cellulaire. Donc on a une production très rapide, en fait, d'un nombre très important de cellules. Donc voilà comment, dans les toutes premières heures de la vie d'une cellule œuf, en fait, comment commence un organisme pluricellulaire à se construire? Eh bien, par division cellulaire au départ. Alors vous allez me dire, bon, on a 16 cellules, puis si on continuait à regarder d'autres photographies, ou dans le raisonnement, dire on a 16, puis 32, donc on imagine 32 cellules qui forment une espèce d'amas, 32, et ensuite, 1h30 encore après, on aurait 64, puis 128, 256. Est-ce que ces cellules vont rester sous forme d'amas, un tas de cellules? Vous savez bien que non. On peut se poser la question, entre parenthèses, comment se mettent en place les organes à partir de cet ensemble de cellules de départ, donc ce tas de cellules-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on peut regarder un embryon de souris de 11,5 jours. Alors on voit une photographie, on voit sur 1 cm, on a une échelle de 8 mm à peu près. Et on voit un embryon également, avant qu'il atteigne les 11,5 jours, on obtient un embryon, on passe donc, enfin, on regarde un embryon qui a 5 jours, en fausse couleur, et on regarde un petit peu plus loin, une autre photo, il a 11,5 jours. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre cet embryon de 5 jours et cet embryon de 11,5 jours? Alors dans la première photographie, on voit, donc en fausse couleur, on voit une échelle sur 1 cm représente 0,2 mm à peu près. Et sur l'autre, on a 8 mm représenté par... Enfin, 1 cm représente 8 mm. Donc il y a une différence d'échelle ici, mais comparativement, on voit bien qu'il y a des différences. Alors, chez la souris, il faut 20 jours à peu près pour qu'une souris mette des petits au monde. Un embryon de 5 jours, il comporte plusieurs centaines de cellules. Alors, plusieurs centaines, si on avait compté au départ, on a 1, 2, 4, 8, 16, etc. Vous voyez qu'on arrive vite à plusieurs centaines de cellules. Une technique par fluorescence permet de montrer une activité d'un certain gène
un gène précis au niveau d'un massif de cellules qui ont fixé la coloration et qui montrent la région où la tête va se former. Autrement dit, de manière très astucieuse, on a fait en sorte qu'une certaine fluorescence montre la formation de la tête. Et on voit bien, donc, alors on ne voit pas bien une tête, mais on voit qu'il y a des espèces de... On a l'impression qu'une forme se met en place, et que cette forme qui se met en place montre que cet amas de cellules va subir quelque chose, peut-être des migrations de cellules, qui vont faire en sorte que chaque cellule qui va former par exemple la tête doit savoir qu'elle va former la tête. Et concernant les autres organes, les cellules de cet amas de départ doivent savoir au cours de, et en conséquence au cours de migration, qu'elles vont aller former plutôt un cœur ou une oreille, etc. Donc c'est un petit peu bizarre parce que c'est mystérieux même, parce qu'à partir d'un tas de cellules, on a l'impression que les cellules possèdent une information spécifique qui va leur dire, eh bien toi tu vas aller là pour former la tête, toi tu vas aller ailleurs pour former autre chose. Des migrations de cellules qui vont se faire. Et ça c'est dû à l'activité d'un gène spécial. Un ensemble de cellules va former la tête. C'est mystérieux, non? Et sur une autre photographie, on voit une couleur globalement blanche qui correspond à un jeune embryon de 11,5 jours, mais on voit à un endroit une coloration bleue. Ça forme deux espèces de trous, alors bleu clair à la sortie du trou, et à mesure qu'on s'enfonce dans le trou, la couleur devient beaucoup plus foncée. Et là, on s'aperçoit, d'après les informations que l'on nous donne sur le manuel, que ça correspond à une autre région où un autre gène est en activité. Alors, ça veut dire quoi, un gène en activité? Dans le premier modèle d'embryon de 5 jours chez la souris, on voyait qu'un gène, un premier gène était en activité et que on s'est aperçu que grâce à une fluorescence, qu'une partie de la tête commençait à se former. Donc on associe un gène, un certain gène qui a une certaine activité, à la formation de la tête. Et un deuxième gène en activité donne une autre partie de l'embryon, une autre région. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors quel est le rôle des gènes? Un gène, alors on dit souvent à un gène correspond à un caractère. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un petit peu vrai, mais c'est pas tout à fait comme ça que la réalité se passe. C'est que à un gène correspond plutôt une protéine, parce que l'expression d'un gène va donner une protéine. Une protéine, c'est ce que l'on appelle un phénotype moléculaire. Une molécule est produite. Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Donc cette molécule protéique va donc avoir un rôle. Quel est ce rôle-là dans la formation de la tête suite à l'activation d'un certain gène? Nous n'en savons rien dans cette explication. Parce que là, il n'y a pas d'explication. Il y a simplement dire, on nous dit simplement, un gène est activé et comme par hasard, la tête se forme. Ailleurs, on nous dit un gène est activé, un autre gène est activé, et comme par hasard, des zones bleues apparaissent, quelque chose de nouveau apparaît. Voilà, donc on se dit que puisque dans une cellule œuf, il y a un noyau qui contient une information génétique et que l'information génétique est à la base de la formation d'un être vivant, donc d'un organisme dans son intégralité, organisme fait penser à organe. Or là, on a vu que c'est bien l'activité de certains gènes qui sera à l'origine de la formation d'organes. Voilà. C'est ce que l'on peut déduire, en tout cas, de l'observation que l'on en a fait. Donc ça, c'était au cours du développement embryonnaire
et au cours de la mise en place de certains organes. Alors, on ne dit pas tout, évidemment. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe chez les végétaux. Alors, le principe est un petit peu le même chez les végétaux. Peut-être, en tout cas, on peut l'imaginer, puisque chez les végétaux, il faut bien aussi... alors, il y a une graine. C'est quoi la graine? Il y a une petite plantule à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, mais d'où vient cette plantule? On parle aussi là de fécondation, d'organes mâles, d'organes femelles, spermatozoïdes, ovules, cellules œufs, c'est peut-être un petit peu le même principe. Alors, chez les animaux, le développement d'une plante demande également qu'il y ait de nombreuses cellules qui soient produites. Alors, on imagine également qu'il y a des zones dans la plante, du moins au départ, qu'il y ait aussi une division cellulaire que l'on appellerait la mitose. Peut-être que c'est la mitose, peut-être que c'est autre chose, parce que là, on n'a pas précisé ce que c'est. Mais on imagine que c'est la mitose. Alors, on a dit, donc on a des photographies qui nous présentent les choses. On a une graine, et une graine, si on regarde, si on retire, alors par exemple, si on est dans les dicotylédones, on sépare les deux petits cotylédons, qui sont des réserves, et on s'aperçoit qu'il y a une toute petite plantule, là. Il y a deux minuscules feuilles, et puis une espèce de petite racine. Alors, dans la graine, eh bien, ceci ne bouge pas, ça reste en place. Mais on sent bien que cette mise en place est prête à faire en sorte que cette graine va pouvoir germer. La germination, c'est quoi? C'est le fait que ces feuilles, ces petites feuilles dans la plantule et ces petites racines vont devenir fonctionnelles. Donc ça veut dire que dans la graine, les organes sont déjà en place. Et si l'on fait la comparaison avec ce que l'on a vu précédemment, eh bien on peut se dire que peut-être que des gènes sont activés et vont faire en sorte qu'une petite feuille va se former, qu'une petite racine va se former au sein d'une petite plantule. Et chez les plantes, donc les nouveaux organes, donc la formation de ces nouveaux organes, sont pratiquement infinis. Ça veut dire que ces organes qui sont formés, donc les feuilles, les racines, etc., ça dure toute leur vie. Alors vous avez remarqué que chez les caducs, chez les plantes à feuilles caduques, en automne, les feuilles tombent, mais reviennent. Alors pas les mêmes évidemment, mais d'autres feuilles se reforment au printemps. Bon, les racines poussent de manière infinie. Donc ça veut dire que l'organisme est en croissance permanente. Si on regarde au microscope un bourgeon apical, donc à l'extrémité, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de zones qui vont produire de nouvelles cellules. Tout à l'heure, on a parlé de mitose. Eh bien, dans ces zones, que l'on appelle des méristèmes, il y a des cellules qui sont en division pratiquement permanente. Ça veut dire qu'une cellule va en donner 2, puis 4, puis 8, etc. Mais ces cellules, on a l'impression qu'elles se séparent. Mais on a l'impression également qu'elles vont se structurer pour former, par exemple, des ébauches de quelque chose, et ce quelque chose, par exemple, sera feuille. Donc au niveau d'un bourgeon, eh bien, on a l'impression qu'à partir d'une zone que l'on appelle un méristème, eh bien, les feuilles vont se former, donc seront toutes petites. Alors un bourgeon, on dit qu'il va éclore. Lorsqu'il va éclore, ça veut dire que les feuilles vont bien pousser de plus en plus et la pression qui s'exerce à l'intérieur va faire en sorte que ces feuilles vont s'écarter les unes des autres et on dit que le bourgeon va éclore. Donc le fonctionnement du bourgeon apical, c'est-à-dire à l'extrémité de quelque chose, va permettre également la mise en place d'une tige qui va s'agrandir bien évidemment et au niveau de laquelle il va y avoir des feuilles et des rameaux secondaires qui vont également se former. Ensuite, si on regarde au niveau d'une racine, l'extrémité d'une racine,
Alors c'est un petit peu comme dans le bourgeon, il y a une extrémité évidemment. On observe à une certaine zone, dans une certaine zone de la racine, alors pas tout à fait à l'extrémité de la racine, parce que l'extrémité de la racine possède ce que l'on appelle une coiffe. La coiffe sert en quelque sorte à, alors pas vraiment à s'enfoncer dans le sol, mais presque. Et entre autres, cette coiffe permet de protéger une zone très importante que l'on appelle également méristème et qui contient des cellules qui sont en train de se diviser. Donc une cellule en donne 2, puis 4, etc. Et donc le fait que cette division se fait va donner des cellules qui vont avoir toutes la même grandeur, mais qui, à mesure que le nombre de ces cellules augmente, elles vont se spécialiser, et pendant que la racine s'enfonce un petit peu, en parallèle, des cellules vont grandir, et c'est cela qui va faire en sorte que la cellule va s'enfoncer. Bon, ça veut dire que des cellules qui entrent donc qui vont former des méristèmes, enfin les méristèmes qui vont permettre la formation. Alors je suis perturbé par quelque chose qui se passe, parce que mon iPhone est en train d'écrire sur Siri ce que je suis en train de dire et ce que je ne veux pas du tout. Alors j'espère que l'enregistrement se fait bien. Bon. Oui, apparemment ça marche. Très étonnant cet iPhone qui se met à fonctionner tout seul. Bon, donc du coup j'ai peut-être dit un peu n'importe quoi parce que j'étais perturbé par mon téléphone. Alors je disais qu'à l'extrémité de la racine il y a une coiffe, puis il y a une zone que l'on appelle méristème qui produit par mitose des cellules. Certaines de ces cellules vont continuer à se diviser par mitose et d'autres cellules au contraire vont arrêter de se diviser et vont se spécialiser en augmentant un petit peu leur taille, donc surtout de forme longitudinale dans un premier temps, puis en épaisseur. Et donc ces mécanismes vont faire en sorte que la racine va tout doucement s'enfoncer dans le sol. Alors, donc voilà, si on dit que chez les végétaux il y a un développement indéfini, et si on dit comment est-ce que la construction d'un organisme pluricellulaire se fait, alors si on fait un résumé, hein. Donc du côté animal, on part des gamètes qui forment une cellule œuf. Les premières étapes seront des étapes de division cellulaire. Alors on parle chez l'oursin par exemple de segmentation. En fait ça correspond à des divisions cellulaires qui vont donner 2, 4, 8, 16 cellules, etc. Si on regarde au niveau d'une souris de 5 jours, on s'aperçoit que l'activité d'un certain gène permet la formation de la tête, donc d'un organe, et que l'activité d'un autre gène permet la formation d'une autre partie, donc d'un autre organe de l'embryon. Donc on voit bien que au cours de la mise en place des organes, eh bien, certains gènes ont un rôle très important. Dans le cas des plantes, on a parlé des bourgeons et des racines, où l'on met en place au niveau des bourgeons une zone méristématique qui permet la formation de la tige puis des feuilles, et au niveau des racines une zone méristématique qui permet l'allongement, alors donc la production de nouvelles cellules par mitose évidemment, comme dans le cas du bourgeon, mais également donc le fait que la racine va augmenter de taille, va s'enfoncer dans le sol. Et puis donc on a bien dans la graine en fait qui est formée à un moment donné une petite plantule, et cette petite plantule possède des racines, enfin une toute petite racine et une toute petite feuille, et là on comprend bien que par rapport à la zone apicale du bourgeon, eh bien la feuille a commencé à se former en fait, une feuille primordiale entre guillemets a commencé à se former, et au niveau des racines, donc des méristèmes des racines, le fonctionnement de ces méristèmes a commencé à former la petite racine. Donc la graine est prête en fait à former une autre plante. Bon, donc voilà, on a dit quelles sont les grandes étapes du développement d'un organisme.